Voilà, bonjour Madame Jocelyne Chassard. Vous êtes professeure dans un collège français. Oui. Et un article de journal a été publié ces jours-ci, que je mets ici, qui est visible, dans Châlons et sa région, qui indique que vous venez d'être suspendu de vos fonctions de documentaliste, de professeur documentaliste dans ce collège. Pouvez-vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Ça s'est passé comment concrètement ces jours-ci? Vous avez reçu un papier, d'après ce que vous dites? Donc le journal en fait s'appelle l'Union, c'est un grand journal régional dans la région de la Marne, des Ardennes. Et j'avais contacté la journaliste en effet en janvier, pendant les vacances de Noël, parce que depuis 4 mois, je suis victime de la placardisation, de la diffamation, de l'ostracisation et du harcèlement moral de la part de la principale de ce collège. Et donc, la suspension de fonction et l'interdiction dont je montre la d'accès... feuille que vous avez reçue, n'est-ce pas? C'est cette feuille-là que vous venez de recevoir de la part du rectorat d'académie. Voilà, de la rectrice de l'Académie de Reims. Donc, la suspension de fonction et l'interdiction d'accès m'ont été signifiées oralement le lundi 14 janvier, entre 14h45 et 15h45, par le DRH du rectorat de l'Académie de Reims, qui s'appelle Cyril Bourget. Oralement par le DRH du rectorat de Reims. Il était accompagné de son secrétaire, un chargé de mission. Il était accompagné de la secrétaire générale de l'inspection académique de la Marne et il était accompagné de la principale du collège. Donc, ces 4 personnes sont arrivées dans l'établissement, dans le CDI, ce qui signifie Centre de documentation et d'information, puisque je suis professeur documentaliste. Ils sont arrivés dans le CDI du collège de Suippes à 14h45, alors que 7 élèves se trouvaient en train de lire et de travailler tranquillement dans le CDI. La principale a ordonné aux élèves de sortir, ce que les élèves ont fait, et je me suis donc retrouvée seule face à ces 4 personnes, sachant que l'une de ces personnes, la principale de l'établissement, j'avais porté plainte contre elle à la gendarmerie de Suippes le 19 décembre 2018, donc c'était une adversaire, c'était une personne qui me porte préjudice. Je me retrouvais aussi seule face aux 3 personnes du rectorat, qui sont les inférieurs hiérarchiques de la rectrice de l'Académie de Reims, qui s'appelle Hélène Incel, donc 3 subordonnés de la rectrice, qui me veut aussi du mal depuis 2 ans et demi, qui cherche à me placardiser depuis 2 ans et demi. Donc en gros, je me retrouvais seule dans le CDI, qui est excentré par rapport à l'administration et par rapport aux salles de cours. Je me retrouvais seule face à ces 4 personnes, et ces 4 personnes venaient pour me signifier que j'étais suspendue de mes fonctions et que l'interdiction à l'établissement, que je recevais une interdiction de rester dans l'établissement, que je devais rendre les clés du CDI, que je devais laisser tous les documents de travail qui sont mes documents de travail, que je devais les laisser sur place, parce qu'ils contenaient des adresses de parents ou des noms d'élèves. Et le DRH, accompagné donc de ces 3 autres personnes que j'ai citées, voulait que je signe une attestation de remise en main propre à la fois de la suspension de fonction et de l'interdiction d'accès, qu'il me remette ces documents, que je lui remette les clés et que je m'en aille. Voilà. Est-ce que, d'abord, avant que vous nous racontiez exactement comment ça a commencé cette affaire-là, est-ce que vous pouvez m'indiquer les raisons pour lesquelles, manifestement, vous vous battez publiquement, jusque dans la presse, ici? En fait, d'après ce que j'ai compris, vous voulez manifester le harcèlement qui peut exister dans l'éducation nationale. Tout à fait. En fait, le harcèlement moral dans l'éducation nationale peut se faire à 2 niveaux, à la fois hiérarchiquement, donc verticalement, c'est-à-dire de la part d'un chef, qui sont généralement des cheffaillonnes ou des cheffaillons, d'un chef hiérarchique par rapport à des subordonnés. Ou alors, le harcèlement se fait horizontalement, c'est-à-dire qu'une personne est prise en grippe, devient le bouc émissaire d'un groupe de collègues qui veulent s'en débarrasser, qui veulent que cette personne quitte leur établissement. Parce qu'on voit bien, effectivement, c'est comme dans le harcèlement d'entreprise, souvent la meute se constitue, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, au point de départ, commençons par le point de départ. Je voudrais ajouter... Oui, d'autres raisons. Oui, concernant, vous me dites justement ce que je désire faire avec les plaintes et les recours que j'ai déposés. Donc, ce harcèlement moral dans l'éducation nationale, il est nié.
il y a une entreprise de dénégation systématique de la part justement de la hiérarchie, ce que j'appelle les hiérarques de l'éducation nationale. Il est nié alors qu'il y a des enquêtes et il y a des témoignages d'enseignants qui montrent que cela existe. Il y a notamment une enquête qui a été faite en 2013 par Éric de Barbieux, qui en France est un grand ponte des sciences de l'éducation, et qui montre que dans l'éducation nationale, 20% des personnels disent avoir été victimes de harcèlement pendant les 5 années précédentes. Et il y a aussi un livre qui a paru en 2013 aux éditions L'Harmattan, qui est une maison d'édition ultra sérieuse. Ce livre s'appelle « Le harcèlement moral dans l'enseignement, sévices publics ». Il a été écrit par un ancien enseignant qui a fait une enquête de 2 ans, qui a recueilli des dizaines de témoignages. Et ce livre, aussi bien que les enquêtes ou les témoignages dont je vous ai parlé, montre que ce harcèlement existe et touche environ entre 15 et 20% de tous les personnels. Confondus. Enseignants, agents administratifs, agents techniques, éventuellement même personnel d'encadrement. Cela peut exister. Et donc, lorsque cela m'est arrivé à moi, je me suis informée, puisque c'est une partie de mon métier, j'ai découvert ces documents dont je vous parle, et je me suis dit, en me défendant moi-même, je veux aussi participer à la levée de l'omerta sur le harcèlement moral dans l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes en lien maintenant avec ce qu'on appelle les stylos rouges, vous savez, ce mouvement lié aux Gilets jaunes qui est sorti en France? Alors, je ne suis pas en lien parce que pour les jeunes, je suis un petit peu ringarde, donc j'ai 56 ans et je n'ai pas de page Facebook. Je n'aime pas Facebook pour certaines raisons. Par contre, je sais qu'ils existent. J'ai entendu dire il y a quelques jours que le mouvement rassemblait maintenant 66 000 enseignants. J'aimerais totalement participer à ce groupe parce qu'ils ont 3 revendications. La deuxième concerne les conditions de travail. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu dans cette revendication de l'amélioration des conditions de travail, je n'ai vu aucun mot sur le harcèlement moral. Ah oui. Voilà. Donc j'aimerais effectivement les contacter, j'aimerais discuter avec eux et avec elles pour faire entrer la lutte contre le harcèlement moral dans leur revendication de l'amélioration des conditions de travail. Alors, ce que veulent connaître nos auditeurs, c'est évidemment comment ça a commencé cette histoire et comment ça a dégénéré. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé au tout début de ce que vous avez subi? Alors, comme la journaliste le dit excellemment dans son article, le harcèlement que je subis actuellement au collège de Suippes, dans la Marne, est en fait le 3e que je subis de la part de la hiérarchie. Le premier a commencé à l'été 2013. Il a commencé tout simplement par une réunion d'harmonisation des notes d'une épreuve du brevet, le brevet des collèges en France. En France, le brevet des collèges est constitué de 4 épreuves. 3 sont évaluées anonymement et nationalement. Une est évaluée en interne, dans 5 établissements. Ce qui, n'importe qui peut le penser, peut laisser libre cours à une manipulation des notes ou à une influence. Les professeurs notent selon... Voilà. Donc, je participais en tant que professeur en documentation, je participais à cette épreuve d'histoire des arts, à sa préparation, à son évaluation depuis 4 ans, avec le plein accord des chefs d'établissement et des adjoints qui s'étaient succédés depuis 4 ans. Et en 2013, pour la première fois, après avoir fait passer donc, les oraux, après avoir fait partie d'un jury, le chef d'établissement a décidé de faire une réunion de ce qu'il a appelé harmonisation. Ah oui, c'est-à-dire en gros, on augmente les notes de certains. Je ne savais absolument pas ce que signifiait cet objectif d'harmonisation, vu que nous ne l'avions jamais fait dans notre collège. Ah oui. Mon collège, à ce moment-là, était à Dreux dans le 28, dans l'Eure-et-Loir. Et ce n'était pas le principal qui dirigeait la réunion, c'était son adjointe. Donc, au bout de 10 minutes, j'ai compris que le but de cette réunion était uniquement d'augmenter les notes les plus basses, dans l'intention unique de faire remonter la moyenne du brevet.
C'est-à-dire que si les notes les plus basses des élèves en histoire des arts étaient montées, cela ferait automatiquement remonter la moyenne de réussite des élèves du brevet du collège. Voilà. Voilà. Et c'était uniquement lié à ce collège, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait que la réputation de son collège soit meilleure. Exactement. C'était la dernière année du principal dans ce collège. Et donc, il voulait partir sur une réussite supplémentaire. Comment avez-vous réagi à ça? Alors, au bout de 10 minutes, j'ai vu clairement, et puis j'ai vu l'attitude aussi de certains et certaines de mes collègues qui participaient à cela, qui ne se posaient aucune question, qui n'étaient absolument pas critiques. Et donc, je me suis levée, j'ai dit, je ne participe pas à cette manipulation. Vous êtes en train de détruire ce que nous avons construit collectivement depuis 4 ans, donc je m'en vais. À la suite, cela se passait le lundi 27 mai 2013. 2013. À la suite de ça, j'ai fait les choses comme j'estimais devoir le faire, c'est-à-dire régulièrement. Donc j'ai cherché à parler déjà avec le principal. Il a refusé. J'ai parlé avec l'adjointe. Elle m'a dit, on ne changera pas ce qu'on a fait. J'ai donc écrit un courrier à l'inspection académique. Silence total. J'ai ensuite prévenu les parents d'élèves qui se trouvaient au conseil d'administration. Ils ont été choqués et ils en ont donc débattu le 20 juin 2013. Le principal et les professeurs qui le suivaient ont été outrés, bien sûr. Ils ont outrés que vous ayez parlé. Que j'ai parlé aux parents. Parce qu'il faut vous dire que certains professeurs n'aiment pas, mais alors pas du tout, que des parents puissent connaître la cuisine interne d'un établissement. Donc, à la suite de ce conseil d'administration, le principal a fait le lendemain une réunion, c'était le 21 juin 2013, dont il a voulu m'exclure. Pour faire cette réunion, il a supprimé les 4 heures de cours de la matinée pour tous les élèves et il a voulu réunir tous les professeurs pour parler de ce que j'avais dénoncé aux parents dans mon dos. Je me suis introduite dans cette réunion comme j'en avais le droit. Le principal m'a dit, Madame Chassard, je vous demande de partir. Si vous ne partez pas, c'est moi qui pars. J'ai dit, je reste, et c'est lui qui est parti. À la suite de cela, il a appelé au secours l'inspection académique de l'Eure-et-Loir. Et au bout d'1 heure et demie, il est venu me signifier que je devais revenir au CDI, que je ne devais plus parler de cette affaire, et que je serais convoquée le 3 juillet 2013 à l'inspection académique de l'Eure-et-Loir. Pour eux, une réunion de sanction, une sanction... C'est ce qui m'a fait comprendre. C'est ce qui vous a fait comprendre. C'est ce qui m'a en fait fait, comprendre. On voit bien que ça a démarré donc d'une espèce d'acte de droiture. Tout à fait. Que vous avez fait, c'est-à-dire vous êtes intransigeante sur ces choses-là. Exactement. Et du coup, n'étant pas rentré dans la cuisine, on peut dire, à partir de là, on peut dire que le harcèlement a progressé, s'est augmenté. Tout à fait. C'est-à-dire que donc la réunion... juste après le conseil d'administration, la réunion où dont le principal a voulu m'exclure et où je suis restée alors que lui partait, est paru un article dans la presse locale, puisque j'avais contacté aussi une journaliste. Donc l'article est paru après les épreuves du brevet. Parce que je ne voulais absolument pas que les élèves puissent pâtir de l'affaire qui allait s'en Mais vous ne cédiez pas, c'est-à-dire pour vous... Je ne cédais absolument pas. C'était une question de principe, vous trouviez que c'était malhonnête. Tout à fait. Et donc vous avez été une sorte de lanceuse d'alerte. Tout à fait. Oui, c'est un peu ça finalement. Et surtout, non seulement il y avait l'aspect de la violation des règles, il y avait aussi l'aspect de l'injustice. C'est-à-dire que les élèves dont les notes étaient faibles allaient voir leurs notes remonter. Mais les élèves qui avaient fourni un très bon travail, qui s'étaient investis dans cette épreuve, et croyez-moi, nous étions l'établissement dans la région de Rouez où cette épreuve était le top du top. Donc ces élèves-là qui avaient eu une bonne note, eux et elles ne voyaient pas leurs notes remonter. Vous voyez ? Oui. Donc c'était une injustice envers ces élèves-là. Donc, après la parution de l'article le 29 juin, donc je le répète encore une fois, après les épreuves du brevet, pour ne pas pénaliser les élèves, j'ai été convoquée le 3 juillet 2013 à l'inspection académique de l'Eure-et-Loir. Et là, j'ai découvert pour la première fois à quel point ces hiérarques sont persuadés que tous les fonctionnaires de l'éducation nationale tremblent devant eux. Je l'ai découvert avec stupéfaction. Ce qui n'est pas votre cas, vous ne tremblez pas devant des choses comme ça. Ce qui a fait certainement monter encore plus votre désir de vérité. Lors de cette réunion donc, du 3 juillet 2013, l'inspecteur d'académie m'a menacé d'un blâme, d'un déplacement d'office, si je continuais à parler aux parents et à la presse.
Il avait à côté de lui une inspectrice en histoire-géographie, puisque apparemment il fallait qu'il soit deux pour contrer mes arguments. Et donc, pendant à peu près 1 heure, je lui expliquais pourquoi j'avais agi de cette sorte. Et il n'a pas pu contrer mes arguments. C'est évident, il ne pouvait pas. Absolument pas. Donc, il m'a dit, à la fin de l'entretien, quelque chose qui est important parce que cela montre aussi comment ces gens-là fonctionnent. Il m'a dit qu'il ne croyait pas que ma dénonciation était fondée, puisqu'il avait reçu un courrier signé par 18 personnels de l'établissement, 18 enseignants d'établissement, qui affirmaient que l'épreuve d'histoire des arts s'était correctement passée cette année-là. Pourtant, je vais vous dire, hein, tout le monde sait que ces réunions d'harmonisation existent. Je veux dire, c'est connu pour tous ceux qui sont dans l'enseignement. À ce moment-là, dans notre établissement, cela n'était pas connu parce que cela ne s'était jamais passé. Produit. Mais le plus important est que, premièrement, je n'avais jamais été mise au courant de ce courrier, ce qui viole le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire. L'inspecteur a refusé de me remettre une copie de ce courrier. Il m'a simplement dit qu'il y avait 18 personnes qui l'avaient signé. Or, la contradiction est flagrante. Dans l'épreuve d'histoire des arts, 10 enseignants seulement avaient participé. Donc il y avait 8 personnes qui, sous la consigne du chef d'établissement, avaient signé ce courrier, mais qui n'avaient absolument aucune vision de l'histoire des arts, puisqu'elles n'y avaient jamais question participé. sur ça. Ça voudrait dire que, en fait, finalement, peut-être avec une sorte de crainte révérentielle, le supérieur de l'établissement fait signer tous ceux qui sont un peu gentils, un peu faibles. C'est exactement ça. Et on accumule comme ça un dossier. C'est exactement ça. Est-ce que certains d'entre eux ont eu des remords de conscience? Vous en ont parlé après, de ceux qui avaient signé? Non, vous n'avez jamais eu de bruit? L'une d'elles, qui était la plus intelligente, c'était la professeure la plus intelligente, enfin l'une des plus intelligentes. Nous avons parlé l'année suivante, donc cela se passait à l'été 2013. Et donc, je suis restée encore dans ce collège en 2013-2014. Et c'est là que j'ai subi le premier harcèlement. Cette professeure intelligente a peut-être eu des remords de conscience. À mon avis, elle a réfléchi. Et nous avons discuté par la suite. Et elle a reconnu que la forme dans laquelle s'était passée cette réunion n'était pas correcte. Sur le principe, elle pensait que c'était toujours juste. Là, nous sommes en désaccord. Voilà. Mais peu importe. Mais par contre, est-ce qu'elle avait signé aussi cette chose-là? Elle avait bien sûr signé. À l'époque, c'était elle qui avait même initié ce courrier collectif. Mais par la suite, ce qu'elle a fait de bien, c'est que alors que je commençais d'être placardisée et isolée dans l'établissement, elle a décidé de collaborer professionnellement avec moi. Et je l'en remercierai toujours. Alors ensuite, l'affaire, est-ce qu'elle s'est calmée ou est-ce qu'elle s'est envenimée? Elle s'est envenimée parce que donc, ce chef d'établissement a quitté son établissement. Il a quand même été obligé de rendre des comptes auprès de sa hiérarchie et il n'a pas eu la mutation qu'il souhaitait. Et lui a succédé une dame qui s'appelle Nathalie Gauthier, qui a reçu la consigne explicite de la part de l'inspection académique de l'Eure-et-Loir de m'interdire d'enseigner l'histoire des arts. Est-ce que vous avez des preuves de cette consigne ou est-ce que c'est juste un bruit qui vous a été donné? Alors, c'est une parole orale de l'inspecteur d'académie le 3 juillet 2018 et c'est ensuite un courrier que j'ai fait moi-même à la principale en lui disant que son interdiction était illégale et que j'allais faire un recours administratif. D'accord. Donc en fait, finalement, l'année suivante, vous n'avez pas eu le cours d'histoire de l'art. Voilà. Vous avez constaté et vous avez su ou deviné qu'il y avait cette consigne qui était partie du rectorat. Je ne l'ai pas su ou deviné, monsieur Dumouche. On me l'a clairement signifié. On vous l'a clairement signifié. L'inspecteur d'académie, le 3 juillet 2018, m'a clairement dit « Non, vous n'enseignerez plus l'histoire des arts. » D'accord. Voilà. Ok. Chose que je faisais, et dont j'ai toujours des preuves, puisque je garde mes archives, chose que je faisais depuis 4 ans. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une placardisation en rapport avec votre révolte sur l'histoire des arts. Tout à fait. Alors, votre réaction par rapport à ça? Ma réaction, encore une fois, il faut bien comprendre que les personnes qui sont victimes de harcèlement moral, lorsqu'elles ne savent pas ce que c'est et lorsque ça leur tombe dessus, elles sont, alors les plus fragiles, les plus vulnérables ou les plus naïves subissent une sorte d'effondrement psychologique ou de sidération. Alors, ce n'était pas mon cas. J'ai voulu tout de suite faire un recours administratif contre une sanction déguisée. Oui. Malheureusement, je ne connaissais pas le milieu des avocats et la première avocate que j'ai
j'ai rencontrée était à la fois incompétente et malhonnête, et elle a laissé passer le délai de recours contre la sanction déguisée. Voilà. D'accord. Mais en même temps que la principale m'avait interdit donc l'enseignement de l'histoire des arts, elle avait aussi commencé une sorte d'ostracisation. C'est-à-dire que les autres personnels, voyant que je n'enseignais plus l'histoire des arts, se disaient que j'avais été sanctionnée. Et donc forcément s'éloigner de vous. Exactement. Vous vous sentiez seul. Voilà. Donc je suppose qu'en général, la réaction des autres profs, c'est aussi leur carrière, c'est aussi parce qu'on venait avec la meute, c'est humain, quoi. Exact. C'est humain. Enfin, c'est le plus mauvais côté de l'humanité. Voilà, le plus mauvais côté. Mais la raison pour laquelle j'ai tenu bon pendant cette année 2013-2014, c'est qu'il y a quand même du bon dans l'humanité. Il y a eu 2 professeurs de lettres qui m'ont soutenu pendant cette année, qui ont travaillé avec moi, qui m'ont soutenu par des discussions régulières, à qui je pouvais me confier, et ça m'a été d'un énorme secours. D'accord. Mais pendant 6 mois, de septembre 2013 à mars 2014, j'ai été, ce que j'appelle toujours, au bord du gouffre de la dépression. J'ai été hospitalisée en septembre 2013 et j'ai risqué une occlusion intestinale parce que ça veut dire que je somatisais. Donc vous avez l'air battante comme ça, mais ça vous a quand même écrasé profondément. Tout à fait. Malgré le soutien des élèves, puisque vous étiez toujours documentaliste. J'étais toujours professeur documentaliste, voilà. Bien sûr. J'avais toujours d'autres activités avec les élèves de 6e, de 7e, de 4e. Simplement, je n'avais plus l'histoire des arts en 3e. Alors, cela m'a affectée parce qu'il me fallait déjà comprendre comment j'allais pouvoir me battre, comment j'allais pouvoir réagir, trouver du temps justement pour contacter des personnes, trouver du temps pour essayer de réfléchir froidement et d'analyser la situation, ce qui à ce moment-là était impossible. Et c'est pour ça que pendant ces 6 mois, j'ai été au bord du gouffre de la dépression. Et heureusement, l'une des 2 personnes qui me soutenaient m'a conseillé d'aller aux urgences de l'hôpital de Dreux, ce que j'ai fait. Et ce que j'ai bien fait, parce que j'ai rencontré 3 personnes médicales, une psychologue, une infirmière en psychiatrie et un médecin psychiatre, qui ont été absolument géniaux pour moi. En plus qu'ils connaissent le phénomène du harcèlement, puisqu'en entreprise, c'est pratiqué, y compris pour faire partir des employés, on le sait. Tout à fait. Alors, la suite de l'histoire, parce que ça s'est empiré. Alors, la suite de l'histoire, c'est que, là encore, ma première réaction a été de vouloir me battre. Oui. Ne l'ayant pas pu à cause de cette avocate, donc je me suis partiellement effondrée, on va dire. Je me suis ressaisie grâce au soutien des personnes que j'ai citées et j'ai pris là aussi une décision que prennent souvent les personnes qui sont harcelées, c'est-à-dire de partir. Donc j'ai décidé au mois de mars 2014, premièrement, de demander ma mutation dans une autre académie. L'Eure-et-Loir fait partie de l'académie d'Orléans-Tours, donc j'ai décidé de muter dans l'académie de Reims. Et deuxièmement, j'ai décidé de prendre une année de disponibilité pour convenance personnelle. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas être payée pendant 1 an par l'Éducation nationale et d'utiliser l'argent d'une assurance vie que je possédais pour pouvoir vivre une année de reconstruction. Et cette année 2014-2015 a été d'autant plus importante pour moi que j'avais commencé un master en littérature anglaise à l'université de la Sorbonne à Paris et que cette année 2014-2015 était ma dernière année et que je souhaitais absolument la réussir et qu'elle soit une année de bonheur pour moi. Donc, à ce moment-là, la hiérarque de l'éducation, les hiérarques de l'éducation nationale, c'est-à-dire la principale du collège, mais l'inspecteur d'académie de l'Eure-et-Loir, mais aussi la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, à qui j'avais écrit un courrier le 22 novembre 2013 pour lui dire que je sentais que j'étais victime de harcèlement moral mais qui ne m'avait pas répondu. Donc ces 3 personnes-là, ces 3 hiérarques-là, ont eu gain de cause à ce moment-là, puisque j'ai choisi la fuite. Vous aviez craqué. Voilà. Mais c'est compréhensible. Ah bien sûr. Vous revenez l'année suivante. Donc l'année suivante, en 2014-2015. Alors 2014-2015, donc c'est mon année de convenance personnelle. Voilà. Année de bonheur absolu. En 2015, en septembre 2015, je suis mutée dans un petit collège rural des Ardennes. C'est moi qui avais demandé un collège rural parce que c'était une expérience que je ne connaissais pas. J'ai toujours été soit en centre-ville, soit en zone d'éducation prioritaire et je voulais découvrir le milieu rural. Donc, petit collège rural des Ardennes, à Grand-Pré, je vais voir la principale avant la rentrée, le 6 juillet 2015. Je découvre une personne que je sens correcte,
que je sens honnête, que je sens assez compétente. Et je lui explique d'où je viens, je lui explique mes activités pédagogiques précédentes et mon désir de retrouver le même style d'activité pédagogique. Ce qui pouvait se faire facilement avec toutes les classes de collège, puisque c'était un petit collège. Et le jour de la pré-rentrée, je m'aperçois que j'ai raison d'avoir confiance en elle, puisque elle a donné, elle a mis dans mon emploi du temps des activités pédagogiques avec les 6e, les 5e, les 4e et les 3e pour l'enseignement de l'histoire des arts. Voilà. Donc, pour moi, c'était absolument un retour à la vie. Voilà. Le contact avec les élèves a été tout de suite cordial et joyeux et heureux au bout d'une semaine. Et donc, du 1er septembre 2015 au 10 mars 2016, pour moi, tout allait bien. Je sentais bien que parmi mes collègues, je détonnais un peu, si vous voulez. Je ne participais pas au même genre de conversation qui se tenait à la cantine. Bon, donc ça, je le sentais. Mais j'ai collaboré avec ces collègues-là dans toutes les disciplines tout au long de l'année. Et je l'ai montré dans mon bilan d'activité à la fin de l'année. Malheureusement, le 10 mars 2016, nous avons appris que la principale était appelée en urgence pour un remplacement à Reims, dans un collège de Reims. Et là, monsieur Dumouche, j'ai pleuré, j'ai craqué, parce que je me suis dit, j'ai 8 chances sur 10 de retrouver une personne pourrie. Et je mets des guillemets à pourri, parce que pour moi, pourri, c'est moralement pourri. Voilà. Ça n'a pas loupé. Le 14 mars 2016, arrivait dans cet établissement une personne qui s'appelle Nathalie Olas-Moffret. Et au bout de quelques semaines, je date précisément le début du harcèlement de la semaine du 18 avril 2016, parce que dans un entretien que nous avons eu cette semaine-là, elle m'a dit textuellement, j'essaie de refaire l'air avec lequel elle m'a parlé, mais Madame Chassard, la documentation n'est pas une discipline qu'on enseigne, non? Avec cette seule phrase, j'ai compris que cet individu allait vouloir m'enlever toutes les activités pédagogiques que, en tant que professeur en documentation, j'ai le droit de faire avec les élèves. Voilà, je l'ai compris. Par la suite, jusqu'au 30 juin 2016, se sont succédés des vexations, des entraves à la gestion à la fois du CDI, des entraves à la gestion de mes activités pédagogiques, des humiliations publiques. Je l'ai compris plus tard, le montage d'une cabale diffamatoire avec 10 personnels de l'établissement, toujours dans mon dos bien sûr. Et le 30 juin 2016, cet individu, alors que j'avais travaillé toute la matinée de ce jour-là au CDI et que j'étais allée simplement parler 5 minutes avec la secrétaire de l'établissement, est venu me dire à 10h moins 10, accompagné de la gestionnaire et de la CPE, est venu me dire « Madame Chassard, je vous ordonne de quitter l'établissement et de n'y pas revenir avant le 31 août 2016. » Cela s'appelle une interdiction d'accès à l'établissement. C'est régi par un code de l'éducation qui est l'article R421-12, qui n'est utilisé qu'en cas de menace extrême, qui ne s'applique absolument pas à ma situation. Mais alors justement, qu'est-ce qu'elle a pu inventer pour pouvoir utiliser cet article de loi et vous reprocher factuellement? Alors, il faut savoir que lorsque ces personnes, lorsque les hiérarques prennent des décisions semblables, il n'y a rien de factuel et de précis écrit sur le papier. Voilà. C'est-à-dire que sur le papier qu'elle m'a remis et que j'ai signé en écrivant que je portais toutes les réserves contre ce qu'elle me disait et que j'allais faire un recours, donc sur ce papier, il n'y avait absolument rien de factuel d'écrit. Il y avait simplement, je constate que votre comportement cause un dysfonctionnement dans l'établissement et je vous ordonne de le quitter. D'accord. Simplement. Voilà. Alors après, et c'est elle a dû... toujours de cette façon dont procède la hiérarchie. En général, ils arrivent à prendre des témoignages, qu'ils essaient de chercher chez des professeurs, par exemple, qui sont un petit peu veules ou je ne sais pas quoi, oui. et à les accumuler. Ils ont fait ça? Exactement. Mais je l'ai découvert, donc cette interdiction d'accès m'a été signifiée le 30 juin 2016. La principale, elle connaissait ma forte personnalité, donc elle m'a dit, si vous n'obéissez pas, je ferai intervenir la force publique. À ce moment-là, monsieur Dumouche, si je pouvais revenir dans le passé, je me serais bien calée dans mon fauteuil, je lui aurais dit, madame, le téléphone est là, je vous en prie, appelez les gendarmes. Mais j'étais
extrêmement fatiguée par les 3 mois qui venaient de se succéder. Et je me suis dit, il vaut mieux que je rentre chez moi, que je me repose et que je commence tout de suite à me défendre. Et donc le 1er juillet, donc le lendemain, j'ai été porter plainte contre Nathalie Aulas-Maufrey pour harcèlement moral à la gendarmerie de Vouziers dans les Ardennes. Voilà. Et ce dont vous parlez, c'est-à-dire des témoignages de prétendus collègues qui avaient été réunis dans mon dos, je ne l'ai découvert que le 13 juillet 2016, en consultant, pour la première fois de ma carrière, mon dossier administratif au rectorat de Reims. J'étais assistée d'un représentant syndical, et là, nous avons découvert, je dois dire avec stupéfaction, j'ai découvert 12 écrits diffamatoires qui avaient été rédigés entre le 23 juin et le 30 juin 2016, qui avaient été versés à mon dossier sans que j'en sois informée, et que la DRH du rectorat avait accepté, alors que l'un d'eux n'est même pas signé par son auteur. Alors moi, j'ai consulté ces courriers. Je peux peut-être, si vous voulez, en montrer quelques-uns. Tout à fait. J'ai consulté, donc chacun pourra faire un arrêt sur image et par exemple lire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Et j'ai constaté que il n'y avait aucun reproche solide. C'était des choses du style, elle demande à ses élèves, pour adhérer au CDI, de s'inscrire. Celui-là, c'est celui de juin 2016. Ah oui. Et celui-là. Mais ce qui est comment dire, aberrant et absolument inepte dans ce témoignage donc d'une personne qui s'appelle Amandine Becquerel, c'est qu'elle parle. Son texte est daté du 23 juin 2016 et pour montrer que il est impossible de collaborer professionnellement avec moi, elle fait référence à un prétendu incident qui s'est déroulé le 7 janvier 2016, c'est-à-dire 6 mois plus tôt. Avant. Tout à fait. 6 mois plus tôt. Ça veut dire qu'elle... Et cet incident, il est absolument pas grave, quoi. Il n'y a absolument aucun incident. Il n'y a rien. Elle décrit des faits que j'ai été obligée de réfuter dans une réfutation de 10 pages qui est ici. Voilà, donc ça, c'est la réfutation que j'ai faite Et on vous demande, enfin, vous réfutez ça. Je réfute point par point. Quand on voit, il n'y a rien. C'est-à-dire que chacun pourra lire le document. Et cet autre document-là, il date de quand, cet autre document? Juste, monsieur Dubouche, j'ajoute pour ce document que il n'est pas signé. Je le remonte encore à la caméra. Est-ce qu'elle est bien cadrée? Tout à fait, elle est bien cadrée, là. Voilà. Donc, ce document n'est pas signé par son auteur. Tout à fait. C'est une illégalité totale. C'est-à-dire que la moi, DRH... je regarde plutôt le contenu, si vous voulez. Bien sûr. C'est-à-dire que on ne voit pas ce qu'on vous reproche. Absolument. C'est-à-dire que c'est terrible de recueillir de la part d'une collègue un témoignage sans contenu. Et dans le dos. Et dans le dos. Dans le dos. Donc c'est vrai que c'est déloyal. Voilà. Et j'ai vu, vous avez prononcé le mot, oui, c'est déloyal. Tout à fait. Déloyal. Cet autre document par le professeur Nicolas Rio. Oui. Donc là, c'est celui auquel je faisais allusion, donc essayer de le montrer, de le cadrer comme ça, et qui là fait allusion, par exemple, à certaines choses qui le scandalisent, comme par exemple, les élèves doivent être inscrits au préalable pour accéder au CDI. Il n'y a pas de club de théâtre et ils s'en désolent. Mais quels sont... je ne vois pas, franchement, j'ai été surpris, je ne vois pas ce qu'on vous reproche d'exiger une certaine règle de discipline pour aller au CDI. Tout à fait. Ce sont des règles que n'importe quel professeur documentaliste établit pour que le CDI fonctionne correctement, que le CDI ne soit pas un moulin où on entre et on sorte. Ce sont des règles en plus qui, sont au bénéfice des élèves, puisque l'inscription préalable dont parle ce professeur, mais évidemment il ne m'a pas demandé mon avis avant d'écrire cela, lorsque j'ai des cours... Il est probable d'ailleurs qu'il l'a écrit sur demande en général du principal. Je ne sais pas du tout. Il prétend que c'est un compte-rendu d'une heure de vie de classe qu'il a réalisé avec ses élèves le 19 octobre 2018. C'est ce qu'il prétend, mais je n'ai aucune preuve de cela, puisque dans son compte-rendu, il se garde bien de nommer précisément des élèves qui, selon lui, ressentirait un mal-être en venant au CDI. J'avoue que j'ai vu les défenses que vous avez faites qui font de nombreuses pages. J'avoue que dans une situation comme ça, il n'y a presque même pas besoin de se défendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Si bien que quand on regarde ça, effectivement, on se dit, mais il y a un arbitraire.
Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'une sanction n'est pas disproportionnée par rapport à ce qu'effectivement vous subissez et des reproches qui sont sans fondement. Il faudrait des reproches du style, vous avez donné un coup de poing à la figure d'un élève, Exactement. vous avez, je ne sais pas moi, fait un harcèlement sexuel à des Exactement. élèves. Mais là, bon. C'est inepte, Oui. c'est absurde, c'est infantile, parce qu'il faut bien comprendre que la mentalité de la plupart des harceleurs est infantile. Oui. Tous les psychiatres, tous les psychologues qui ont étudié le harcèlement moral le disent. Le comportement des harceleurs et des harceleuses est en général un comportement caractéristique de la cour de récréation. Et souvent du suivisme, c'est-à-dire qu'on voit une meute qui se crée peut-être pour se faire bien voir de la hiérarchie parce qu'on a fait le mot, on a participé. Tout à fait. Et, mais je veux répondre aussi à quelque chose que vous avez dit, qui est juste en soi. Vous avez dit, face à de telles accusations qui sont totalement ineptes, absurdes, sans fondement, invraisemblables, il n'est même pas besoin de répondre. Non. Mais justement, Monsieur Dumouche, pour des personnes comme vous et moi, et qui sommes la cible particulière des harceleurs dans l'éducation nationale, lorsque l'on touche à notre intégrité professionnelle, lorsque l'on touche à notre investissement professionnel, lorsque l'on touche à le sentiment très vif de notre mission de service public, eh bien, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous défendre. Oui. Parce que ce qui nous touche est tellement Bien profond que, en tout cas pour moi, il est impossible de ne pas laisser de telles allégations fumeuses et diffamatoires et méchantes. Il est impossible de ne pas les laisser sans une réponse argumentée, logique et étayée par des faits. Bien Voilà. sûr, tout à fait. Alors, la situation donc s'augmente avec évidemment ce climat qui a dû vous peser énormément parce que psychologiquement, c'est terrible, d'autant plus que on voit toujours dans ces cas-là les amitiés disparaître. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Et alors, ça aboutit... Alors, Oui. donc, je reviens à lorsque le harcèlement de la principale du collège de Grand-Pré dans les Ardennes s'est terminé le 30 juin 2016, s'en est suivi, depuis donc le 1er juillet 2016, jour où je suis allée à la gendarmerie de Vouziers pour porter plainte contre elle, s'en est suivi un harcèlement plus haut, c'est-à-dire le harcèlement de la rectrice de l'Académie de Reims. Parce qu'une chose que doivent bien comprendre nos auditeurs et auditrices, c'est que dans la hiérarchie de l'éducation nationale, sans doute dans n'importe quelle hiérarchie, les hiérarques se défendent entre eux. Ils ne supportent absolument pas que l'un ou l'une d'entre eux soit condamné, soit soupçonné, soit dénoncé. Ils ne supportent pas. Donc, ils la défendent, dans mon cas ce sont des cheffaillonnes, ils la défendent à tout crin. Et donc à partir du moment où j'ai porté plainte contre la principale du collège de Grand-Pré, pendant toute l'année qui a suivi 2016-2017, j'ai eu à me défendre contre les décisions illégales et irrégulières de la rectrice de l'Académie de Reims qui s'appelle Hélène Incel. Voilà. Et toute l'année 2017, en fait, la rectrice m'a empêché toute l'année d'accomplir ma mission d'enseignement et d'éducation parce que j'ai enchaîné des arrêts maladie, des retraits d'une situation de travail dangereuse, une suspension de fonction illégale qu'elle m'a imposée pendant 4 mois et une nouvelle période de retrait de situation de travail dangereuse. Voilà. Donc, pendant toute cette année-là, c'est là que j'ai commencé à me battre avec des recours administratifs, avec des plaintes au pénal, contre la rectrice de l'Académie de Reims et certains de ses inférieurs hiérarchiques. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est un peu, ce qu'on a dû vous dire, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Vous aviez la hiérarchie, puis le système qui se défendait, et pourtant vous teniez. Tout à fait, parce que, comment dire, premièrement, je suis absolument convaincue, et c'est peut-être ce qui me rapproche de vous, puisque vous êtes professeur de religion. Moi, je suis chrétienne dans le sens où je voudrais suivre l'exemple de Jésus, mais j'ai la foi absolue dans le droit et la justice. Une foi absolue, absolue. Et donc, j'ai toujours pensé que mon combat n'était pas celui du pot de terre contre le pot de fer, mais celui de David contre Goliath. Et vous savez qui gagne à la fin. Oui, tout à fait. Donc, ce qui m'a fait tenir aussi, c'est les personnes médicales
que j'ai été obligée de nouveau, à qui j'ai été obligée de nouveau de faire appel dans les Ardennes, et qui se sont révélées des personnes, encore une fois, d'une compétence extrême et d'une gentillesse extrême. J'ai été aussi soutenue par des amis, par ma sœur, et par une kyrielle de bonnes personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et j'ai tellement bien résisté que j'ai tenu tête à la rectrice depuis le 1er juillet 2016 jusqu'au 10 juillet 2017, jour où la rectrice, après 2 enquêtes administratives que je l'ai obligée à diligenter, a été contrainte de me muter dans un autre établissement pour faire cesser le danger que je courais dans le collège de Grand Pré dans les Ardennes. Tout à fait. Du Voilà. fait de ce harcèlement, vous subissiez cette Exactement, ostracisation. exactement. Vous étiez en danger de, on peut le dire, de pensées noires, de suicide, peut-être. Peut-être pas, parce que vous êtes une battante, mais en tout cas, ça peut conduire à des pensées comme ça. Tout à fait. Et c'est surtout, comment dire, c'est un affaiblissement psychologique. Et une des séquelles que relèvent souvent les psychologues, c'est qu'il se développe chez les victimes une hyper-vigilance et une méfiance absolue envers n'importe quelle personne que désormais nous allons rencontrer. Oui. Et c'est mon cas. Une hyper-vigilance et une méfiance absolue. Voilà, je ne fais plus confiance à personne, et même si les rares personnes, les bonnes personnes dont je vous parle, lorsque je les rencontre, je sens intuitivement que ce sont des bonnes personnes, mais sinon toutes les autres, je m'en méfie absolument depuis le départ. Voilà. Et alors, donc, après ça, ça a dégénéré encore l'année suivante? Alors, l'année suivante, justement, ça n'a pas dégénéré. C'est-à-dire que donc la rectrice me mute, prend la décision de me muter le 10 juillet 2017. Elle m'affecte. J'avais demandé à ce que je sois affectée toujours dans un établissement rural, si possible dans les Ardennes, mais j'acceptais de partir dans les 3 autres départements de l'Académie de Reims. J'acceptais de partir, puisque j'aime la découverte, et en responsabilité, seule en responsabilité. J'ai toujours fonctionné seule en responsabilité depuis 27 ans. Et elle m'affecte le 28 août 2017 dans un petit collège des Ardennes où il y a 244 élèves et où elle crée spécialement un poste pour moi, mais il y a déjà une personne en poste. C'est-à-dire que je suis affectée en doublon. N'importe quel professeur documentaliste sait qu'il est aberrant de mettre 2 professeurs documentalistes pour un petit établissement de 244 élèves. Dans notre milieu, si vous voulez, on sait que le plafond au-delà duquel il faut créer un deuxième poste, c'est à peu près 400 élèves. Voilà. Donc là, j'ai réagi tout de suite. J'ai dit au principal de l'établissement que mes conditions de travail risquaient de me mettre de nouveau en danger, puisque mes attributions pédagogiques allaient forcément être réduites, et puisque je ne pourrais plus décider seule de mes activités, et puisque surtout la personne avec qui j'allais travailler, qui n'était absolument pas prévenue de mon arrivée, risquait de me prendre pour une personne qui voulait prendre sa place. Je la comprends parfaitement. Donc j'ai dit au principal que je refusais cette affectation, que cela me causait un choc psychologique parce que j'estimais que c'était de nouveau un acte de guerre de la rectrice, et j'ai informé de cela l'inspecteur du département des Ardennes. Et cela se passait le 1er septembre. 4 jours plus tard, l'inspecteur d'académie des Ardennes m'appelait au téléphone pour me dire « Madame Chassard, c'est résolu, nous vous avons trouvé un établissement où vous serez seule en responsabilité, c'est à Suippes, dans la Marne. » Parfait. Et il a eu, j'en suis persuadée, peur, et la rectrice aussi, parce que j'avais aussi dit que le choc psychologique que j'avais ressenti lors de cette affectation était tellement dur que j'allais déclarer un accident de service. Or, qui dit accident de service dit normalement et légalement une enquête, une visite médicale. Mais bien sûr, la rectrice de l'Académie de Reims n'a cure de la loi et du respect du droit, et donc il n'y a eu ni enquête, et il n'y a pas eu d'expertise médicale avant 9 mois. Voilà. Lorsque j'étais affectée au collège de Suippes, je suis arrivée le 26 septembre, j'avais discuté auparavant avec la principale le 22 septembre, je m'étais déplacée exprès, et là, cette année-là, 2017-2018, a été une année tout à fait correcte, comme je l'avais vécu dans toutes mes années précédentes. C'est-à-dire que la principale a été correcte avec moi,
J'ai participé au conseil d'administration, j'ai participé au conseil d'éducation à la santé et à la citoyenneté, j'ai fait des encadrements de sortie d'élèves, j'ai eu toutes les activités pédagogiques en 6e, 5e, 4e et 3e, certaines que j'avais proposées à la principale et qu'elle allait accepter. J'ai eu des collaborations avec quelques professeurs qui commençaient à me connaître. Mes relations avec les élèves étaient géniales et joyeuses et joviales comme d'habitude. Ce qui prouve, c'est très important ce que vous racontez là, que ça, si nos auditeurs se demandent, mais est-ce que ça ne vient pas d'elle? Non, c'est venu à un moment donné. C'était ensuite une espèce de mécanisme qui arrive. Et quand ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on sait tout simplement vous respecter, ça se passe bien. Exactement. Et j'ai la preuve de ce que je dis. J'ai 3 preuves du fait que l'année 2017-2018 s'est passée comme elle s'était passée dans mes 25 années précédentes, c'est-à-dire correctement. Les 3 preuves. De moi-même, en décembre 2017, le 7 décembre 2017, j'ai adressé un courriel à un des inspecteurs qui avait en quelque sorte participé à cette affectation dans le collège de Suippes pour m'aider. D'accord ? Je lui ai adressé une sorte de bilan d'étape de mon intégration dans l'établissement. Et j'ai écrit que tout se passait bien, j'avais été bien accueillie, que mes collègues se comportaient bien, que l'administration se comportait bien, que mes activités pédagogiques étaient absolument géniales avec les gosses, et que donc j'étais heureuse. J'ai fait le même bilan spontanément à cet inspecteur qui s'appelle Thierry Dupont le 13 juin 2018. Voilà, donc c'était un bilan de fin d'année. Voilà. Ça, c'est la deuxième preuve. Et la troisième, c'est que le 5 juillet 2018, j'ai remis en main propre à la principale mon bilan d'activité de fonctionnement du CDI, chose que je fais depuis 25 ans. Et ce bilan faisait 31 pages. Ce bilan contenait des travaux d'élèves que je leur avais fait réaliser dans nos activités pédagogiques. Donc, elle avait la preuve concrète de ce que je réussissais à faire aux élèves. Et ce bilan, elle n'y a absolument rien trouvé à redire. Elle ne m'a non plus donné aucune félicitation, ni compliment, ni discussion. Mais en tout cas, elle n'a rien trouvé à redire à ce bilan. Voilà. Alors, et du coup, l'année suivante, c'est l'année suivante que ça aboutit à ce qu'on est maintenant. Exactement. Donc, l'article que vous avez montré au début de l'entretien est la dénonciation publique d'un harcèlement qui a commencé par la même principale, qui s'était comportée correctement vis-à-vis de moi l'année précédente, depuis le 31 août 2018. C'est-à-dire que le 31 août 2018, c'est la journée de pré-rentrée des enseignants. Voilà. Et donc ce jour-là, nous avons une réunion plénière et je me suis aperçue tout de suite, et toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement vont me comprendre, c'est-à-dire que nous développons, à cause justement de cette hypervigilance et de cette méfiance dont je vous parlais, nous développons une sorte d'intuition, de 6e sens, qui nous fait percevoir très rapidement des signes qui changent dans l'attitude des personnes. Donc, premièrement, j'ai remarqué que certains professeurs avec qui je m'étais super bien entendue l'année précédente prenaient leur distance avec moi. J'ai remarqué aussi que lors de la plénière, la principale n'a fait aucune allusion à mon bilan d'activité, ce qui fait qu'elle n'a fait aucune allusion et aucune incitation vis-à-vis de mes collègues à la nécessité et au bienfait pour les élèves de collaborer ensemble. Aucune allusion. Cela s'appelle une invisibilisation du métier de professeur documentaliste. Et je me suis aperçue aussi qu'elle avait refusé 3 des 4 propositions pédagogiques que je lui avais faites pour l'année 2018-2019. Et surtout, je me suis aperçue que les arguments qu'elle mettait sur la table pour justifier son refus ne tenaient absolument pas la route. Je vous donne un exemple. J'avais proposé que, tout au long de l'année, les 3 classes de 5e bénéficient au CDI d'un module trimestriel de 10 heures, chacune des classes, à son tour, afin que, avec ces élèves, que j'avais eu l'année précédente en 6e pour l'éducation aux médias et à l'information, et qui me connaissaient donc parfaitement, afin que je fasse avec ces élèves une initiation à la recherche documentaire et que je leur fasse réaliser un texte avec un logiciel de traitement de texte, ce que je suis la seule professeure à faire dans l'établissement. Eh bien, la principale a prétendu que, premièrement, à cause du principe d'équité, elle n'avait rien mis en 5e parce qu'il fallait faire bénéficier toutes les classes de la même offre. Mais c'est exactement ce que je proposais. Exactement.
un trimestre pour chacune des classes de 6e. Voilà. Donc, premier argument, je savais qu'il était totalement fallacieux. Deuxième argument, disait-elle, elle n'avait pas pu trouver dans l'emploi du temps un créneau pour placer cette activité des 5e au CDI. C'est totalement faux, et j'en ai la preuve, car depuis le début de l'année, dans l'emploi du temps des 3 classes de 5e, il y a un créneau de libre le vendredi de 13h30 à 14h30. J'ai tous les emplois du temps de toutes les classes de 3e qui prouvent cela. Donc il y a un créneau de libre qu'elle aurait pu utiliser pour que les élèves viennent travailler au CDI. Et de plus, étant donné que chez nous, les professeurs principaux des classes n'ont une heure de vie de classe qu'une semaine sur 2, il y avait donc une semaine sur 2 un autre créneau disponible pour que les 3 classes de 5e viennent travailler au CDI. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que c'est l'hypervigilance qui fait que vous avez pensé, ou est-ce que vous avez d'autres preuves qui montrent qu'elle aurait parlé avec la rectrice et donc qu'il y aurait eu quelque chose qui serait passé pendant l'été? Tout à fait, monsieur Dumouche. Eh bien, lorsque a eu lieu la journée de pré-rentrée, nous avons appris que le 3 septembre 2018, la rectrice de l'Académie de Reims devait venir honorer de sa présence notre établissement. Or, je vais dire, il n'est pas besoin d'être docteur en droit pour comprendre que si la rectrice vient honorer de sa présence un établissement, le 3 septembre, cela veut dire qu'elle a pris contact avec la principale dans les jours précédents. Et donc peut-être... Et donc que peut-être, et j'en suis convaincue, la rectrice, ayant vu mon bilan d'activité et ayant vu que je faisais mon travail toujours très correctement et avec succès auprès des élèves, a dit à la principale: attendez, là, vous avez laissé Madame Chassard travailler, vous lui avez rendu les activités pédagogiques, vous avez laissé les élèves voir à quel point elle était une professeure soucieuse de l'élévation spirituelle et intellectuelle des élèves et morale, vous avez laissé faire ça. Là, c'est pas possible. Il faut que vous réduisiez ces activités pédagogiques. Voilà. Mais par contre, vous n'avez pas de preuves. Bien vous sûr que non. soupçonnez, voilà, Bien sûr vous que non. soupçonnez. Bien Et sûr alors, que non. la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu la preuve que la principale cherchait non seulement à me placardiser, c'est-à-dire à m'enlever les 3/4 de mes activités pédagogiques, mais aussi à m'isoler au sein de l'équipe éducative. J'en ai eu la preuve le 10 septembre. Et c'est pour ça que ce jour-là, j'ai subi un deuxième choc psychologique et que j'ai fait une deuxième déclaration d'accident de service. Ce jour-là, lundi 10 septembre. Alors, il faut savoir que la semaine précédente, le jeudi 6 septembre, une professeure d'allemand était venue spontanément me voir au CDI et m'avait proposé un dédoublement pédagogique avec ses 3 classes de 3e. C'est-à-dire qu'elle me proposait que 2 fois par mois, les 3 classes de 3e soient dédoublées. Elle prenait le groupe des élèves les plus faibles en allemand, de manière à les faire participer à l'oral beaucoup plus longtemps, puisqu'ils étaient en groupe réduit. Et moi, je prenais le groupe des plus avancés en allemand, et je faisais avec eux ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire des recherches documentaires sur des points de l'histoire, de la langue, de la culture et cette allemande. prof faisait ça spontanément, sans doute n'étant pas au courant de ce qui se passait dessous. Pas du tout, du tout, parce que c'était une professeure qui n'était pas dans notre établissement toutes ses heures. Elle faisait aussi, elle travaillait aussi dans un autre collège. Voilà. Donc elle ne faisait pas à ce moment-là partie de ce que vous avez appelé la meute. Donc elle est venue le jeudi 6 décembre me proposer cela. Vous comprenez bien que j'étais ravie. Oui. Donc nous avons mis en place, nous avons vu les créneaux qui étaient possibles, nous avons parlé de ce que je pourrais faire, ce qu'elle pourrait faire. C'était très facile à faire, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait, enfin, pour nous professionnels, c'est quelque chose d'absolument basique. Voilà. D'accord ? Et le 7 septembre, j'ai écrit un courriel à la principale où je lui proposais donc 3 autres activités, puisqu'elle avait refusé les précédentes, dont celle-ci. Et donc, j'expliquais bien dans mon courriel que cette professeure m'avait proposé ce dédoublement et que cette professeure allait lui amener le projet final pour accord. Voilà. J'écris en français, clairement. Or, le lundi 10 septembre, eh bien, je reçois un courriel de ma collègue qui me transfère sa réponse, la réponse de cette collègue, à un courriel que la principale lui avait envoyé le matin même. Lorsque la principale lui a envoyé un courriel le matin même, elle ne m'a pas mise en copie, bien sûr, elle ne m'en a jamais parlé, mais c'était un courriel abrupt et menaçant. La principale disait à cette collègue d'allemand:
Madame X, j'ai vu dans le courriel de Madame Chassard que vous avez décidé, sans mon accord, un dédoublement des classes en allemand. Vous ne m'en avez jamais parlé, donc je vous convoque dans mon bureau pour en parler 2 jours plus tard. Donc le mercredi 12 septembre. Cela s'appelle de l'intimidation. Mais oui. Tout simplement. Et donc... En plus que vous avez la preuve, n'est-ce pas, que vous avez bien... Elle avait été informée que c'était avec son accord, que ça se ferait si elle voulait bien. Bien sûr, et elle avait la preuve aussi dans mon courriel, puisque normalement elle sait lire le français, que j'avais employé un conditionnel aussi. Voilà. Mais elle a fait cela dans l'intention explicite et délibérée d'écarter la professeure d'allemand de moi et de l'empêcher de collaborer avec moi. Et elle a réussi. Elle a réussi. Elle l'a intimidée, donc elle a renoncé. Exactement. Voilà. Exactement. Le 27 septembre, donc le 10 septembre, cela m'a causé un choc psychologique. J'en ai été malade parce que je me suis dit ça recommence. Et désormais, je sens que je vais être vraiment isolée dans cet établissement. Et donc, je suis allée voir mon médecin le lendemain et j'ai déclaré donc un accident de service et j'ai été mise en arrêt pendant 2 semaines. Et lorsque je suis revenue de mon arrêt de maladie, j'ai rencontré cette professeure d'allemand et je lui ai dit, écoute, nous avons reparlé avec la principale et elle a vu le bénéfice, donc moi je suis toujours d'accord bien sûr pour ce dédoublement, qu'en penses-tu? Et là, avec un air gêné, elle m'a dit, eh bien écoute, non, moi, non, j'ai abandonné, je suis passée à autre chose. Et là j'ai compris. Voilà. Quand une collègue vous répond cela, il faut pas... C'est absolument pas la peine d'argumenter. Voilà, tout à fait. Elle a rejoint l'autre camp et puis elle ne veut pas d'histoire. Elle avait son poste elle-même en danger, je suppose. Non, pas son poste, mais ses conditions de travail. Ses conditions de travail. C'est-à-dire, encore une fois, il y a peu de personnes qui peuvent supporter, et c'est totalement humain, d'être totalement isolées dans un groupe. Oui. Et on voit bien que c'est des rapports aussi... qui s'enveniment, qui s'accumulent, Alors, évidemment, j'ai réagi tout de suite. C'est-à-dire que, deuxième déclaration d'action de service, dans un autre département, sachant que la première déclaration d'action de service, qui datait du 1er septembre 2017, n'était toujours pas réglée. Donc là, deuxième déclaration d'action de service 10 septembre 2018. Donc, si vous voulez, la rectrice sent que je ne baisserai jamais les bras. Et sent qu'elle va toujours devoir argumenter, employer des gens, des scribes pour rédiger ses mémoires en défense au tribunal administratif, etc. Et donc, ça la met légèrement, ça l'agace légèrement. Donc, voyant toujours qu'en septembre-octobre, je résistais, j'ai tellement résisté que j'ai demandé et j'ai obtenu un entretien avec le DRH du rectorat. J'étais accompagnée de mon avocate administrative et j'ai expliqué clairement au DRH que je sentais et que j'avais une preuve au moins de la tentative de placardisation de la principale. Le DRH, bien sûr, non, Madame Chassard, c'est un malentendu, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Le DRH m'a affirmé que lorsqu'il avait eu la principale au téléphone et qu'elle lui avait parlé de nos relations et de ma participation à l'établissement, elle n'avait que des éloges à mon égard. Le DRH m'a affirmé, et j'ai un enregistrement de lui, m'a affirmé que la principale lui avait dit, et que donc lui me le redisait, « Madame Richard a besoin de vous, Madame Chassard ». Donc ça, c'était le 21 septembre. Le 26 septembre, j'ai aussi obtenu, et je l'avais fortement exigé, un entretien avec la principale, un inspecteur du rectorat, un représentant syndical. Cet entretien a duré 3 heures et je voulais clarifier vraiment ce que la principale voulait m'accorder, entre guillemets, comme activité pédagogique au bénéfice des élèves et ce qu'elle refusait. Cet entretien, je l'ai enregistré. C'est une preuve légalement acceptée au pénal. Il a duré 3 heures. J'en ai fait une transcription. Et dans cet entretien, la principale a accumulé les contradictions, les incohérences, je botte en touche pour ne pas répondre à une question qui m'indispose et à laquelle je ne peux pas répondre. Et donc, j'ai compris qu'elle avait effectivement commencé à réunir un petit groupe assez fort de personnes, de collègues, qui allaient désormais refuser de travailler avec moi. Voilà.
Et ça, c'est terrible à supporter, évidemment, comme chose. Même si c'était non dit, mais c'était Oui. comme ça. Elle a notamment prétendu que pour une des 3 activités qu'elle avait refusées, activité que j'avais faite l'année précédente, avec des élèves 4e latinistes, elle a notamment prétendu que si la professeure qui aurait pu collaborer avec moi dans cette activité avait refusé, c'est parce que la professeure, lorsque nous en avions discuté, avait été choquée par mon agressivité. Donc, j'ai dit à la principale, mais madame, comment se fait-il que cette prétendue virulence imaginaire dont vous parlez, comment se fait-il que vous n'en ayez pas parlé au DRH, puisque vous l'avez eu au téléphone les jours précédents? Elle n'a pas pu répondre. Je lui ai demandé, mais madame, si cette professeure a été prétendument choquée et bouleversée de cette prétendue virulence, comment se fait-il qu'elle n'ait pas fait de témoignage écrit? Comment se fait-il que vous ne m'en ayez jamais parlé par écrit? Comment se fait-il que vous ne m'ayez jamais convoqué pour m'en parler? Elle n'a pas répondu. Bien sûr. Voilà. On voit bien, c'est tout monté d'avance. Et alors ça a monté, je suppose que ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté, bien sûr, parce que je continuais à résister, je continuais bien sûr à suivre mes recours au tribunal administratif. Et l'avant-dernière étape, si vous voulez, avant ce qui s'est passé lundi 14 janvier, ça a été la semaine du 5, la quinzaine entre le 5 et le 15 novembre 2018. C'est-à-dire que là, je me suis aperçue que 2 professeurs, mais peut-être d'autres, 2 professeurs avaient cherché à manipuler des élèves pour me diffamer. Donc l'un de ces professeurs, vous avez montré tout à l'heure son écrit, donc c'est M. Nicolas Rio qui est professeur principal. Voilà. Donc il est professeur principal d'une classe de 3e. C'était la première fois qu'il était principal d'une classe de 3e. Et donc il prétend que le 19 octobre 2018, il a fait une heure de vie de classe avec ses élèves et que là, il leur a demandé, allez-y, dites-moi tout ce qui ne vous plaît pas ou tout ce qui dysfonctionne dans le collège, allez-y, vous pouvez tout lâcher. Et là, prétendument, il écrit que des élèves ont un certain mal-être lorsqu'ils viennent au CDI, des élèves ont un mal-être donc ils ne viennent pas au CDI, des élèves sont perturbés par ci, sont perturbés par ça, etc. Comme je vous l'ai dit, il accumule les semble-t-il, oui, apparemment. En plus, c'est une faute déontologique. Exactement. Je veux dire, de monter les élèves. Enfin, ce professeur-là, c'est lui qui mériterait, je pense. Exactement, ça s'appelle de la déloyauté. Mais oui. Il accumule aussi les conditionnels, donc il n'est sûr de rien, et surtout, il ne donne aucun nom d'élève. Et lorsque je lui ai demandé ces noms d'élèves qui prétendument auraient un problème, pour que nous puissions en discuter face à face, il a refusé, ainsi que la principale d'ailleurs. Et comme je l'ai écrit à la principale, lorsque je lui ai dit que si je n'avais pas les noms d'élèves pour pouvoir en discuter face à face, eh bien je porterais plainte pour diffamation. Parce que ce que fait ce professeur, c'est une incitation à la délation. Bien sûr, mais c'est une faute professionnelle, me semble-t-il. La faute professionnelle n'est pas de votre côté, mais on ne fait pas appel aux élèves pour dire dites du mal de la prof d'anglais, de la prof de... Exactement, mais c'est surtout de refuser, sous prétexte justement que c'est pour le bien des élèves, pour qu'ils aient un mieux-être, etc., il refuse de les nommer. C'est-à-dire, il refuse... Ça s'appelle de la délation, anonyme. Tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai fait 4 courriers en réponse à ce compte-rendu. J'ai fait une réfutation point par point de ce compte-rendu, que j'ai envoyé bien sûr à la principale et au professeur en question, en copie. Et lorsque j'ai réitéré ma demande d'avoir les noms des élèves pour que nous puissions discuter avec des faits précis sur la table, comme je ne l'ai pas eu, j'ai porté plainte à la gendarmerie le 14 novembre 2018. Oui, ce que d'ailleurs, peut-être que certains penseront, mais elle porte plainte trop, Madame Chassard. Mais en fait, de plus en plus, on incite, quand il y a des choses comme ça, à déposer des plaintes. Tout à fait. Ça peut venir d'élèves, d'ailleurs, ça peut venir d'élèves qui parfois filment un professeur, mettent sur Internet, tout etc. Voilà. Et systématiquement, on incite à le faire. Oui. Et là, je dirais que, il me semble qu'un truc comme ça, me semble-t-il, c'est tout de même, me semble-t-il, une espèce de faute professionnelle. Je pense. Ça ne se fait pas entre collègues. Mais c'est surtout que ma plainte, encore une fois, est justifiée, et je tiens à le souligner. Ce document donc m'a été communiqué par le professeur, donc il l'a envoyé à la principale et à moi en copie, heureusement. Donc il m'a été communiqué le 5 novembre 2018.
J'ai porté plainte le 14 novembre. Donc entre le 5 et le 14, j'ai fait une réaction régulière. Oui, oui. C'est-à-dire j'ai demandé des comptes régulièrement à la principale et au professeur. Vous dites, vous prétendez que, mais vous n'employez que des conditionnels, vous n'avez aucun fait factuel et vous n'avez aucun nom d'élève. Moi, je réfute point par point et j'explique point par point ce que vous prétendez être des choses qui mettent les élèves mal à l'aise. Et vous ne répondez pas à ma réfutation. Donc c'est à partir de là, à partir du moment où je sais que j'ai un mur en face de moi, que je porte plainte. C'est la seule façon, et c'est une arme que tout citoyen et citoyenne de la République a le droit d'utiliser lorsqu'on est diffamé. Je me demande sérieusement si ça arrivait à vos collègues dans votre collège, c'est-à-dire que ce professeur continue et qu'il fasse après peut-être quelque chose contre le prof de maths. On faudrait faire une liste. Que pensez-vous du prof de maths? Voilà. J'aimerais bien savoir si le prof de maths de votre collège porterait plainte contre... Il me semble que... Alors, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, Monsieur Dumouche, le professeur se mettrait en congé maladie. Oui, mais, Voilà. mais il me semblerait que c'est la supérieure du collège qui devrait dire monsieur, vous n'avez pas à utiliser l'avis des élèves contre vos collègues. On ne parle jamais en mal, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en Belgique. Tout à, mais ce qui doit se passer lorsqu'effectivement, parce qu'il y a des professeurs bien sûr qu'il y a des professeurs, ce ne sont pas des vrais professeurs à mes yeux, mais bien sûr qu'il y a des professeurs qui dépassent le cadre de leur mission et qui se comportent avec des élèves d'une manière totalement irrégulière et d'une manière qui doit être sanctionnée. Il y a des vraies fautes professionnelles, bien sûr. D'accord. Mais le fait de mettre une inscription mais dans ces cas-là, Monsieur Dumouche, dans ces cas-là, on fait les choses régulièrement. C'est-à-dire que soit l'élève lui-même ou elle-même écrit ce qui lui est arrivé et signe, avec ses parents bien sûr, soit un ou une autre enseignante ou enseignante qui a constaté les faits fait un rapport écrit de manière à, encore une fois, respecter le principe du contradictoire. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Or là, ce principe a été violé. Non, c'est clair. Voilà. Alors, de fait, ça vous a quand même cassé psychologiquement, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'après cette diffamation-là, une deuxième a eu lieu la semaine suivante. Parce que je suppose les choses s'accumulent dans la mesure où peut-être d'autres professeurs vont prendre parti, donc, etc. Et c'est surtout les choses, il y a une escalade parce que cette personne, plus évidemment la principale, puisqu'ils sont ensemble, s'aperçoit que, eh bien, je réagis régulièrement, je réagis légalement, je ne m'énerve pas, je m'écarte de ces gens. Je mange à la cantine du collège depuis le 24 septembre 2018 parce que là je suis en sécurité et heureuse avec les élèves. Donc ces gens voient qu'ils ne peuvent pas me faire craquer. Donc il faut escalader. Et donc la semaine suivante, le 13 novembre 2018, c'était une réunion où je devais rencontrer les parents des élèves de 6e. Puisque j'ai les 4 classes de 6e chaque semaine, 1 heure par semaine. Et donc, 19 parents s'étaient inscrits pour me rencontrer et discuter avec moi. J'en ai finalement vu 16. Et j'apprends ce soir-là, c'est les deux parents c'était le deuxième rendez-vous. Et donc, la mère et le père et la petite fille s'assiedent en face de moi. Et la mère me dit, en fait, on est venu vous voir parce qu'avec vous qu'on a des problèmes. Ah bon? La gamine est absolument charmante, polie, respectueuse, intelligente, aucun problème. Et là, elle me dit... Donc nous sommes le 13 novembre, Monsieur Dumouche, et là il me dit oui parce que en fait à la mi-octobre vous auriez traité ma fille d'imbécile. Alors là, donc je lui réponds calmement, Madame, j'en suis très étonnée parce que premièrement je n'ai jamais traité les élèves d'imbéciles. Deuxièmement, il me semble quand même qu'un mois après vous avez attendu quand même un certain temps. Troisièmement, pourquoi vous m'en parlez aujourd'hui et pourquoi vous n'avez pas cherché à me contacter à l'époque? Quatrièmement, vous dites vous-même que ce n'est pas votre fille qui vous en a averti, mais ce sont d'autres élèves de la classe qui vous l'ont dit. Donc je m'interroge. Et là, me dit-elle, elle a réagi à l'époque, mi-octobre 2018, en écrivant un courriel à la professeure principale de la classe de 6e. Je lui dis, Madame, cela m'étonne énormément, car la professeure principale de la classe de 6e, qui s'appelle Madame Angélique Thirier, ne m'a jamais parlé de cela. Jamais. Entre la mi-octobre et le 13 novembre, jamais Angélique Thirier n'est venue me dire « Écoute Jocelyne, tu sais, je voudrais juste te parler, il y a une élève qui m'aurait dit que, voilà, je t'en parle comme ça. » Jamais, jamais, jamais. Donc c'est ce que j'ai dit à la mère d'élève. Et je lui ai dit que j'étais très
presque indigné de cette façon de faire et que j'allais demander à la professeure principale ce qu'il en était. Donc c'est ce que j'ai fait les jours suivants. Discussion Toujours habituelle parents-élèves dans une réunion de parents, oui. Tout à fait. voilà. Et donc après cette réunion, cette discussion qui a duré 15 minutes et qui a décalé tous les autres rendez-vous, j'ai donc discuté avec les 15 autres parents d'élèves et là, tout s'est très bien passé. Voilà. Et donc, les jours suivants, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je demande par écrit des comptes. À la fois à la professeure principale de 6e, qui n'a jamais répondu, et à la principale, qui s'est défaussée en disant que ce fameux courriel que la mère d'élève aurait envoyé à la professeure principale de 6e à la mi-octobre 2018, la professeure principale l'avait envoyé directement au principal par intérim qui remplaçait à la mi-octobre la principale qui était en arrêt maladie. Ce qui veut dire, monsieur Dumouche, que de nouveau, le principe du contradictoire était violé et le principe des droits de la défense était violé. Car je n'ai eu aucune information sur ce courriel. Et depuis le 13 novembre 2018, je n'ai toujours aucune information sur ce courriel. Voilà. Alors que je l'ai demandé par écrit 4 fois. Des choses comme ça. Alors là, ensuite, ça se termine donc par... Alors, donc, lorsque j'ai dû porter plainte contre ces deux professeurs, M. Rio et Mme Thirier, en novembre-décembre 2018, j'ai bien vu aussi que la principale avait monté tout cela. C'était flagrant. Et donc, j'ai écrit à tous les membres du conseil d'administration. Et là, je leur ai expliqué noir sur blanc en quoi consistait la placardisation qu'elle me faisait subir et en quoi cette placardisation était le déni absolu de l'intérêt de leurs enfants. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai écrit aux membres du CA le 27 novembre, 6 décembre et 20 décembre. Donc, en décembre, la rectrice, voyant que je commençais à communiquer avec les parents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les profs n'aiment pas que les parents viennent mettre le nez dans leur cuisine interne. Donc, quand elle a vu ça, elle a essayé de me faire peur. Le 10 décembre, elle me dit, par un courrier qu'elle me fait remettre par la principale, c'était un lundi, elle me dit, la rectrice d'académie m'écrit, j'ai été informée, j'ai reçu des informations depuis septembre qui m'amènent à m'interroger sur le fonctionnement pédagogique du CDI, et donc j'ai décidé de faire un audit du CDI demain, le 11 décembre, par 2 inspecteurs. Donc, 2 contre 1. Voilà. Je veux dire, ça ne s'est jamais vu, aussi bien en Belgique qu'en France. Non, on voit bien que c'est un... Jamais vu. Voilà, c'est une rétorsion. Quoi. Exactement. Oui. Et du jour au lendemain, enfin, c'est invraisemblable. Et donc, j'ai répliqué tout de suite, parce que, je vous l'ai dit, j'ai une avocate administrative à Paris qui est hyper compétente. Donc, elle et moi avons fait un courrier et un courriel en urgence à la rectrice, où nous lui avons dit que cet audit était totalement illégal, irrégulier, et donc j'ai écrit que je n'y participerai pas, dans la mesure où je ne répondrai pas aux questions de ces inspecteurs, tant que je ne connaîtrai pas les informations qui prétendument avaient été rapportées à la rectrice depuis septembre 2018. Voilà. Donc les inspecteurs sont venus à 15h30, ils ont assisté à un débat collectif que j'avais organisé avec toute une classe de 6e sur le harcèlement scolaire. Le débat a été riche, comme tous ceux que j'organise depuis des années. Et les inspecteurs sont partis à 16h30, tout penaud, parce que je leur ai dit, au revoir messieurs, mais moi je vous l'ai écrit, je ne discute pas avec vous. D'accord. Voilà. Donc là, le 11 décembre, la rectrice a vu qu'elle ne me faisait absolument pas peur. La fin de l'année s'est passée... correctement, on va dire, mais je sentais que quelque chose allait se produire au début de l'année. Parce que, si vous voulez, je sentais que à la fois la principale, la clique qu'elle a réunie, la cabale qu'elle a réunie autour d'elle ne supporterait plus de me voir. Je le savais aussi parce que 2 personnels de l'établissement qui sont en minorité et qui donc ont peur des représailles et qui ne veulent pas que je les nomme, m'avaient dit que ils savaient que les professeurs étaient en rage contre moi, que la principale saisirait n'importe quel incident pour m'attaquer, etc. Donc je me méfiais. Et je savais aussi que la rectrice ne pourrait pas rester sur, un échec. Parce que pour elle, c'est un échec. Donc, le 7 janvier, le jour de la rentrée, j'envoie à la rectrice un courriel. Je savais que ce courriel allait la mettre en rage.
parce que je la mettais au pied du mur et je la mettais en demeure de saisir le conseil de discipline dont elle me menaçait depuis 21 mois. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, en 2016-2017, ça a été une année de lutte. Et elle m'a, le 17 mars 2017, envoyé un courrier où elle me menaçait d'un conseil de discipline. Elle ouvrait une procédure disciplinaire. Si elle suit la loi, elle doit le saisir sans délai, le conseil de discipline. Et oui. Et Le ça problème, c'est faisait... on a l'impression qu'il n'y a pas de fait. Il y a des conflits de personnes et qui s'arrangeraient finalement par de la gentillesse, par en tout cas certainement pas par des lettres comme ça, quoi. Voilà, ça se fait pas entre exactement, collègues, voilà. mais plutôt par venir vous voir en disant il y a une élève qui me dit qu'elle n'aime pas être inscrite, peut-être vous seriez justifié, des choses comme ça. Mais c'est même pas de la justification, c'est de l'explication. Mais ça monte, Voilà. on voit bien avec des procédures administratives qui durcissent les positions de Voilà, part et d'autre, c'est ça. il n'y a plus d'humanité, n'est-ce pas? Absolument, On a l'impression. absolument. Et donc, le lundi 7 janvier, j'ai mis au pied du mur la rectrice, ce qu'elle déteste, bien sûr, en lui disant, Madame, vous me menacez d'un conseil de discipline depuis 21 mois. Oui. Je vous ai déjà demandé de saisir ce conseil de discipline une première fois le 18 juillet 2017. Vous n'avez pas répondu. Je vous somme aujourd'hui, pour respecter mes droits de fonctionnaire d'État, je vous somme de réunir sans délai le conseil de discipline et de m'adresser le rapport disciplinaire. Voilà. Donc, Monsieur Dumouche, il faut bien comprendre que pour une hiérarque, recevoir ce genre de courrier, surtout qu'en copie étaient d'autres responsables et d'autres professeurs qui sont membres de la CAPA, recevoir ce genre de courrier, si vous voulez, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, le 10 janvier, je reçois de nouveau de la même manière irrégulière, c'est-à-dire remise en main propre par la principale d'un courrier, je reçois de la rectrice une convocation pour le 14 janvier, donc le vendredi 10 pour le lundi 14, et là, la rectrice me dit « J'ai été informée de faits pouvant constituer des manquements à vos obligations professionnelles, vous serez reçu le 14 janvier à l'inspection académique de la Marne. » Et ça s'appelle un conseil de discipline, c'est ça? Pas du Non, tout. c'est pas autre chose. Pas du tout, ça c'est une convocation. C'est une convocation, voilà. Mais qui n'est basée sur absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Des faits pouvant constituer des manquements. Il n'y a aucun fait qui est listé, rien. Si ce n'est un conflit, on voit bien. Rien. Vous y allez? Pas du tout. Ah non, vous y allez pas, oui. Pas du tout. Oui. C'est comme pour l'audit de décembre. Avec mon avocate, nous avons envoyé le lundi matin deux courriels en urgence au rectorat pour lui dire de nouveau votre convocation est irrégulière et illégale. Vous violez de nouveau le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense. Donc, Madame Chassard n'ira pas à cette convocation et elle ne pourra pas être assistée de son avocate. Si la rectrice a fait cela aussi, Monsieur Dumouche, c'est parce que elle savait, depuis le 10 et le 11 janvier, elle savait que l'article que vous avez montré au tout début allait paraître. Ah oui. Car Voilà. la journaliste, donc qui fait très bien son travail, après m'avoir écouté pendant 1h15, avait cherché à contacter la partie adverse, qui bien sûr avait refusé de lui parler. Voilà. Donc, à la fois la principale du collège et le rectorat de l'Académie de Reims avaient refusé de parler à la journaliste. Mais ils étaient au courant qu'un article allait paraître. Et donc, la rectrice a décidé de faire un coup de force le lundi 14 janvier, et donc, comme je vous l'ai dit, d'envoyer un commando au CDI du collège de Suippes de 14h45 à 15h45. Quand on analyse les choses, elle le sait parfaitement, il n'y a pas de faits. Il y a des faits de conflits interpersonnels, n'est-ce pas, hein? Ça veut dire Non, ce ne sont pas des conflits interpersonnels. Non, une... Oui, pardon, je m'exprime mal. Oui. Je disais qu'il n'y a pas de fait objectif. Voilà, vous n'avez pas poignardé un élève, vous n'avez pas envoyé un coup de poing dans la figure d'un élève, il n'y a rien. Absolument rien. Quand je dis conflit interpersonnel, c'est-à-dire en fait une ambiance qui se dégrade parce que... c'est ça. Parce que un chéfaillon ou une chéfaillonne ne supporte pas que des personnes considérées comme des subordonnés et comme des inférieurs hiérarchiques, le mot inférieur, je veux dire, le mot supérieur hiérarchique que ces gens-là adorent employer, vous avez le corrélatif, c'est-à-dire inférieur hiérarchique. Oui, tout à fait. Donc il faut absolument comprendre, pour les gens qui ne connaissent pas l'éducation nationale de l'intérieur, il faut absolument comprendre que les hiérarques, les chéfaillons et les chéfaillonnes considèrent les gens qu'ils ont sous leurs ordres, sur le papier, les considèrent comme des inférieurs.
Et donc, un chéfaillon ou une chéfaillonne ne supporte pas qu'un inférieur ou une inférieure leur tienne tête. Et je suppose, parce qu'on voit bien, il y aurait eu, par exemple, un directeur de lycée qui aurait eu simplement de l'humanité, comme c'est arrivé plusieurs fois. Bien sûr, tout se passait bien. Bien sûr, tout se passait bien. C'est-à-dire que c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui se met en branle lorsque vous avez à la tête d'un établissement une personne, comme je l'ai dit au début, une personne qui est moralement pourrie. Et alors le fait que vous répondiez, vous, parce que vous connaissez bien la loi, par des actions qui, elles, sont légales, fait que, fait que se développe chez ces hiérarques, se développe un sentiment d'exaspération qui les pousse à faire des choses de plus en plus, à faire des actions de plus en plus outrancières et de plus en plus illégales. La plupart des personnes que vous voyez, parce que vous aurez certainement par cette vidéo, ne serait-ce que vous serez contacté, n'est-ce pas? J'espère. C'est évident, Madame Chassard, je pense que ça sera comme ça. La plupart des personnes qui verront ça, en général, elles s'arrêtent au moment où vous avez fait une dépression, elles s'écroulent. Je sais qu'en France, il y a cette histoire d'un hôpital qui reçoit des professeurs qui ont été harcelés, n'est-ce pas? Il paraît que ça existerait, m'a-t-on dit. Je ne suis pas au courant, mais c'est peut-être... Pour dépression. C'est peut-être un établissement géré par la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. C'est possible. J'avais entendu parler, enfin, à l'époque. Ça existe... Et des personnes comme vous qui prennent en main les choses avec une force de caractère et la loi, la connaissance de la loi, me semble-t-il, c'est quand même assez rare. C'est rarissime. C'est rare. Et c'est aussi pourquoi... quand je dis que c'est rarissime, Monsieur Dumouche, surtout, je ne cherche pas à me faire mousser. Mais je cherche à faire comprendre à nos auditrices et auditeurs que c'est là-dessus que comptent les hiérarques de l'administration. Ils savent que dans 90% des cas, les enseignants et enseignantes qui sont harcelés, qui sont placardisés, qui sont ostracisés, ils savent que ces personnes vont craquer. Ils le savent. Et je tiens à citer le nom justement d'une personne qui justement s'est effondrée psychologiquement. Je vous ai dit, le deuxième harcèlement s'est passé au collège de Grand-Pré dans les Ardennes. Et je n'ai pas été seule à être harcelée pendant ces 3 mois du printemps 2016. Il y avait aussi l'adjointe gestionnaire de l'établissement, avec qui je m'étais liée de camaraderie, qui était une personne très très compétente, qui avait toujours eu de très bonnes notations professionnelles et de très bonnes relations professionnelles auparavant dans sa carrière, et qui s'est vraiment effondrée psychologiquement. Quand elle m'a confié ce qu'elle subissait, malheureusement elle ne l'a fait qu'au début du mois de juin 2016, je lui ai expliqué ce que c'était que le harcèlement moral. J'ai analysé avec elle, mais il était trop tard. Car ce qu'elle subissait avait déjà eu des répercussions sur sa vie familiale. Et à l'été 2016, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Charleville-Mézières. Et à la fin août 2016, comme elle n'a pas obtenu du rectorat ce qu'elle avait demandé, c'est-à-dire une affectation dans un autre établissement, pour ne plus être en contact avec sa harceleuse, eh bien, elle est en congé de longue maladie depuis août 2016. Et on peut parler, sans doute, parce qu'elle est vivante, mais des suicides. Bien sûr, il y en a. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. D'où l'intérêt de mener cette action pour que les rapports soient différents. Tout à fait. Quand il y a une faute objective et pas le fait de mettre, je suis désolé, j'insiste parce que ça me scandalise, de mettre un devoir de s'inscrire au CDI pour y rentrer. Ça ne s'appelle pas une faute objective. Mais si vous aviez cogné avec un coup de poing dans la figure un élève, on aurait pu dire qu'il y a une faute objective, n'est-ce pas? Mais pour répondre justement à votre remarque, et encore une fois, il faut que les auditrices et auditeurs comprennent et vous-même l'avez connu, à ce que nous devons faire pour nous défendre. Lorsque j'ai eu connaissance donc de la manipulation des élèves de 6e, la mère d'élèves qui vient me dire « on m'a dit que vous avez... » Affaire qui n'a d'ailleurs pas abouti du tout. Mais bien sûr que non. Évidemment, oui. Bien sûr que non. Donc, avec le groupe, la demi-classe, parce que je travaille toujours avec des demi-classes, avec le groupe où était cet élève, j'ai enregistré par 2 fois une séance de travail au CDI. Ah oui. Parce ça, c'est important. Bien sûr. Parlez-moi de l'enregistrement, parce que je pense que, malheureusement, dans le cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, si on n'a pas d'enregistrement, on ne peut rien prouver, n'est-ce pas? On peut prouver justement par des documents, par des mails, par des témoignages, bien sûr. Mais dans le cas du harcèlement moral, les témoins sont rarissimes, qui osent témoigner. Et on peut prouver aussi par un raisonnement.
comme je vous ai dit, si vous mettez en regard le premier document qui n'est pas signé, le premier écrit diffamatoire qui n'est pas signé, si vous le mettez en regard de la réfutation que j'ai faite, qui fait 10 pages, et si vous prenez le temps de lire l'un et l'autre, je veux dire, il faut juste avoir un QI de 100 moyen pour comprendre que... Mais Madame Chassard, je vous ai dit, je on n'ai même pas lu votre réfutation. Mais les gens n'ont pas le temps Je n'avais de pas prendre besoin ça. de lire votre réfutation, puisque les arguments d'attaque sont grotesques. Bien sûr, mais C'est pour ça des le gens, problème. bien sûr, Monsieur Dumouche, mais pour des gens qui sont extérieurs à l'éducation Oui, c'est ça. nationale, ils peuvent tout à fait, et c'est compréhensible, ils peuvent tout à fait se dire, mais ce qui est écrit là est peut-être vrai. Mais même si c'était vrai, comment peut-on vous reprocher de mettre un droit d'inscription, enfin de demander aux élèves de s'inscrire au Bien CDI? sûr, mais il faut toujours prendre en compte que les gens qui sont extérieurs à l'éducation nationale se disent je ne suis pas spécialiste, donc Je comprends. c'est peut-être vrai. Je comprends. Mais donc il faut que la personne qui veuille raisonner prenne le temps de lire le document diffamatoire et ma propre réfutation, mais cela demande du temps. Et Oui. peu de personnes sont Et peu prêtes de à prendre ce personnes le temps. prennent. Donc effectivement, les enregistrements, Ils sont légalement recevables? ils sont légalement recevables, bien sûr. Quand il y a harcèlement, parce qu'il n'y a pas d'autre Bien manière, sûr, voilà. pratiquement, oui. Alors, depuis 20 ans en France, environ, la Cour de cassation criminelle a validé plusieurs fois la recevabilité des enregistrements. Cela s'appelle des enregistrements subreptices, c'est-à-dire des enregistrements audio qui sont faits même à l'insu des personnes que l'on entend parler. Oui. Et elle valide la recevabilité de ces enregistrements justement lorsqu'il s'agit d'un conflit professionnel et encore plus lorsqu'il y a suspicion de harcèlement moral. Et un cas qui est assez connu en France, c'est l'affaire des enregistrements du majordome de Liliane Oui, Bettencourt, tout à fait, voilà, tout à fait, qui ont été qui ont recevables. été reçus, Tout à bien fait. sûr. Voilà. Ça dépend vraiment des circonstances. Voilà. Vous pensez obtenir... Parce que quand on voit une affaire comme ça, on est certain que vous allez gagner, quoi. Vous en êtes certain vous-même. J'en suis convaincue, mais je Convaincu. sais que cela va prendre Puisqu'il du temps. Il n'y a pas de faute, on ne voit pas de faute. On voit pas de faute. Voilà. On voit, je vous ai Voilà. dit. Je n'ai, de toute façon, Et donc, depuis... votre affaire, vous cherchez donc à obtenir, vous m'avez dit, effectivement, d'en faire une espèce d'affaire qui vous permettra peut-être de conseiller des professeurs après, de devenir peut-être conseiller en prévention vous-même, Alors, éventuellement. je sais que justement ce métier de conseiller et conseillère en prévention existe en Belgique. Alors en France, il y a ce que nous appelons les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Ils existent depuis quelques années, depuis environ un petit peu avant 2010, dans la fonction publique, ce qui était déjà énorme, puisqu'avant ça n'existait pas. Et cet organisme, cette instance plutôt, a une importance très grande pour faire respecter justement un décret qui est relatif à la protection médicale dans la fonction publique. Et les gens qui composent ce CHSCT sont des représentants du personnel. Je me suis adressée à eux en 2016-2017 et ils m'ont, disons, à 80% aidé. D'accord ? Mais là, je suis absolument indignée et je ne compte pas en rester là parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a une déclaration d'accident de service, il est obligatoire, c'est inscrit dans le décret dont je vous parle, il est obligatoire que le CHSCT, qu'il soit départemental ou académique, fasse une enquête indépendante. Qui n'a pas eu lieu. Et les représentants du personnel, qui sont pourtant au courant de ma situation depuis l'été 2016, les représentants du personnel ont refusé le 18 décembre 2018, donc il y a quelques jours, ils ont refusé de voter cette enquête, alors qu'ils sont légalement obligés de le faire. On peut deviner que, certainement, encore une fois, le pot de terre contre le pot de fer, toute seule contre des puissances. Non. On peut deviner que le CHSCT, où seuls les représentants du personnel ont le droit de vote, donc ils ont une arme essentielle dans les mains, Oui. mais ce même comité est présidé par la rectrice de l'académie. Ah bah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. La rectrice Voilà, de l'académie. tout à fait. C'est-à-dire que la aberrant. rectrice de l'académie est à la fois juge et partie. Tout à Et fait. donc, il faut... Ce qui veut dire que ça tournera en correctionnel, forcément. Ce qui veut dire que, et j'ai contacté, alors vous avez donc le CHSCT départemental dans les départements, vous avez le CHSCT académique dans les académies, et vous avez plus haut le CHSCT ministériel. Donc j'ai immédiatement contacté des représentants du CHSCT ministériel, et je leur ai dit, essayez de résoudre cette affaire, parce que là,
ces personnes qui ont refusé de voter l'enquête, qui est légalement obligatoire, ont fait un manquement à la loi et m'ont mise en danger. Et oui, ils sont jugés partis, donc c'est... Voilà. Ils m'ont mise en danger. Tout à fait. Voilà, ils m'ont mise en danger, car ils ont refusé de voter l'enquête le 18 décembre, et la rectrice a fait son opération commando le 14 janvier, parce que la rectrice savait que les représentants du personnel n'avaient pas voté l'enquête. Donc ils m'ont mise en danger. Ils m'ont mise en danger. Voilà, donc c'est important d'aller jusqu'au bout et éventuellement qu'on fasse un suivi en vidéo de ce qui va se passer. Je suis tout à fait d'accord. Vous voulez retrouver aussi votre honneur. Alors, je veux absolument recouvrer mes droits de citoyenne de la République française, mes droits de fonctionnaire d'État, mes droits de professeur documentaliste et effectivement mon honneur. Parce que ce que j'ai entendu de la bouche du DRH le lundi 14 janvier, c'est-à-dire que le premier motif de la suspension de fonction serait la mise en danger des élèves, c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais à la rectrice d'académie, et c'est quelque chose que, comme dans l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose pour lequel je me battrai jusqu'à ma mort. Et oui, et c'est très important parce que, évidemment, je vous l'ai dit, les auditeurs de cette vidéo vont se dire elle est toute seule. Beaucoup pensent contre elle. Et donc, manifestement, évidemment, quand on n'a pas les documents sous la main, on se dit peut-être que ça vient de son comportement. Mais en fait, en regardant les documents, on s'aperçoit que c'est la mécanique classique, tout à fait classique du harcèlement. Tout à fait. Avec, évidemment, c'est malheureux pour l'être humain, mais les mécanismes de lâcheté, de compromission, de gentillesse entre collègues parce qu'elle est toute seule, de meute, finalement, etc. Tout à fait. Et donc, il faut espérer que des personnes qui vous connaissent... Vous avez prononcé exactement les bons mots. Lâcheté, compromission, opportunisme, carriérisme. Voilà. Oui. Et depuis, donc je suis professeure moi-même depuis 27 ans, et j'ai remarqué vraiment une aggravation de cette mentalité de médiocrité, de lâcheté, de compromission. J'ai remarqué vraiment que cette mentalité progressait. Mais elle progresse, à mon avis, parce que le pouvoir des hiérarques s'accroît. Et parce que le pouvoir de répression et de sanction illégale des hiérarques s'accroît. Je ne sais plus qui a dit que le pouvoir des puissants ne reposait que sur l'impuissance des subordonnés. Mais lorsque les prétendus subordonnés, comme par exemple les Gilets jaunes en France en ce moment, se révoltent et réclament leurs droits, à ce moment-là, le rapport de force va basculer. Bien sûr. Et c'est ce que, en effet, par cette vidéo, c'est ce à quoi j'aimerais contribuer. Elle est bien. Merci beaucoup pour cette vidéo, Madame Jocelyne Chassard. Et vraiment, je crois qu'on peut vous contacter aussi sur votre email éventuellement. Est-ce que vous voulez donner votre email? Tout à fait. Je le donnerai donc sous la vidéo. D'accord. Il n'y aura pas de problème. Aucun pour que problème. les personnes, si des personnes à qui ça arrive ne connaissent pas peut-être la procédure juridique, puisque vous la connaissez parfaitement. Pas parfement, parce que il y a quand même mon avocate qui est à Paris. Et puis il y a aussi un avocat que je suis venue spécialement voir en Belgique. Donc, mais je vous assure que depuis 2 ans et demi, je me suis mise à connaître un peu, en effet, le droit. Est-ce que vous n'avez pas l'idée, par exemple, l'envie de créer une sorte d'association française, une ASBL, une association sans but lucratif, qui permettrait de réunir les professeurs qui peuvent subir des choses comme vous? Non, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que pour l'instant, j'ai mon propre combat à mener, qui est, vous l'avez bien compris, vraiment énergivore. Et donc, je n'aurai absolument pas de temps disponible. Lorsque je l'aurai gagné, ce combat, oui, c'est une possibilité. Mais pour le moment, ce que j'espère, en effet, c'est que grâce à cette vidéo, des personnes qui sont victimes de harcèlement moral dans l'éducation nationale se rendent compte qu'il est parfaitement possible de résister, comprennent le mécanisme, vraiment le mécanisme pervers et infernal de cette mécanique, de ce fléau, si vous voulez, de ce délit, parce que c'est un délit, le harcèlement moral, et que ces personnes comprennent qu'on peut toujours parler à quelqu'un qui a réussi à résister, et que par là même, on peut toujours commencer à résister soi-même. Oui. Voilà. Ce qui me désole le plus, vous savez quoi? C'est que je pense que s'il y avait eu des gens qui avaient eu du cœur, de l'écoute, qui vous avaient simplement parlé et donné votre métier, jamais ça n'aurait abouti à ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes sans cœur dans cette affaire-là. Tout à fait. Mais encore une fois, comment dire, l'élément déclencheur, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment, comment dire, par ma dénonciation
Oui. de la malhonnêteté d'un Au départ, principal, voilà. avec qui je m'étais très bien entendu pendant les 5 années précédentes. Hein, Qui falsifiait voilà. les notes. Mais ma dénonciation Ouais. à la fois auprès de l'inspection académique, auprès des parents d'élèves, auprès de la presse, C'est important de savoir ça. Oui, voilà, ça a commencé par c'est ça. cette dénonciation Tout à qui fait. est insupportable pour les hiérarques. Insupportable. Pourtant, une pratique excessivement pratiquée pour le baccalauréat aussi, c'est-à-dire l'harmonisation des notes des baccalauréats qui du coup ne valent rien. Et donc, voilà. Voilà. Mais la On majorité sait. des gens, malheureusement, qui ne sont pas dans l'éducation nationale, ne peut pas comprendre comment on en est arrivé à ce que les diplômes, en effet, prétendument nationaux, aient été tellement dévalorisés aujourd'hui. Et oui, oui. Voilà. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé publiquement cette manipulation des notes. Oui, c'est parti de là. Bien Certainement. sûr, bien C'était sûr. important de le rappeler. Bien sûr. Merci, Madame Chassard. Vraiment C'est merci moi qui vous remercie. pour cette magnifique vidéo. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé la parole. À bientôt alors, hein, pour la suite. J'espère. À très bientôt.